Bonjour Marlise. Bonjour Didier. Alors, merci de venir échanger. Alors, c'est pas vraiment un interview, c'est beaucoup plus un échange entre nous. euh, pour que tu t'exprimes, on va dire que tu es une simple citoyenne souveraine, Voilà. helvétique, Oui. ouais. Et tu souhaitais qu'on échange sur ces 2 ans et demi qui viennent de passer, où tu as vécu un certain nombre d'émotions ou de Mm. compréhensions. Alors, je vais te laisser la parole déjà pour te présenter. Qui es-tu? Alors, j'ai 52 ans, je suis née à Lausanne, en Suisse. Je suis épouse, maman et grand-maman de 2 petits-enfants et je vis à Lausanne, donc en Suisse. Je suis secrétaire de métier dans une crèche depuis 11 ans déjà et voilà. Et tu as tout un parcours qui t'a permis peut-être de comprendre dès le début un peu ce qui se passait ou de vivre des incompréhensions, d'après ce que tu me disais avant cet enregistrement. Mmh. Ah, c'est vrai que, bah, j'ai été élevée avec un papa assez autoritaire où il fallait toujours bien obéir, tout, le gouvernement, les règles et depuis, avril 2020, quand le covid est arrivé, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait et mon fort intérieur me disait que ça jouait pas. C'était trop, trop pour être vrai, trop gros et du coup là, j'ai commencé un peu à chercher des informations à gauche, à droite et j'ai compris que ce que je pensais au fond de moi était juste. Ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu n'as pas paniqué. Alors j'ai paniqué au tout début, quand j'ai commencé à voir en novembre 19, en Chine, ces constructions d'hôpitaux, rapides et tout. Je me suis dit: «Mon Dieu, c'est terrible ce qui va ça va arriver ici». Je sentais que ça allait arriver ici et puis tout est arrivé en même temps dans tous les pays. J'ai trouvé déjà ça très étrange qu'un virus puisse arriver en même temps partout, que les mesures, se sont mises en place partout en même temps. Alors oui, j'ai eu très peur au départ. Je fabriquais des masques, parce qu'il y en avait plus. Je faisais des courses pour les personnes âgées de mon quartier parce qu'elles osaient pas sortir, donc je mettais des gants. Enfin, j'ai vraiment respecté tout, jusqu'à un jour où j'ai vu une vidéo et je me suis dit: «Ah tiens, ce qu'il dit dans cette vidéo, ça correspond un petit peu à ce que je pense». J'avais ce doute de me dire: «Mais c'est gros quand même», alors que je voyais pas des gens tomber dans la rue comme ça avait été annoncé. Enfin, je sentais pas vraiment la panique à bord et de fil en aiguille, j'ai cherché des infos que j'ai trouvées sur le net et là, je me suis dit: «Ah ouais, ma petite voix intérieure, elle avait raison, ça joue vraiment pas». Et c'est comme ça, en fait, que de fil en aiguille, j'ai commencé à vraiment être sûre que j'avais en tout cas raison par rapport à moi, à ce que je ressentais. Est-ce que c'est parce que tu avais peut-être un côté rebelle? Alors je me suis découverte rebelle, je l'étais pas du tout avant. Et c'est vrai que j'étais un peu leader de la famille où je donnais un peu les infos à mes enfants, mon mari, même ma maman et j'étais surprise qu'ils finalement, ils pensaient comme moi, tant mieux et c'est vrai que l'esprit rebelle, je l'ai découvert en manifestation. La première manifestation que je faisais de ma vie, c'était pour ça. Donc du coup, j'étais surprise et en même temps, heureuse de voir que j'étais pas toute seule à penser comme ça. Et j'avais vraiment toujours cette petite voix qui me disait: «Vas-y, défends ce que tu penses au fond de toi». Est-ce que c'est ton côté maman, grand-maman avec l'instinct de vie? Oui, alors je pense parce que j'ai découvert la lutte contre la société avec mon fils aîné qui est né, enfin quand il est venu au monde, il a eu un arrêt cardiaque et et j'ai dû me battre pour qu'il ait une vie normale. Parce qu'en fait, il a eu un retard de langage suite à cet arrêt cardiaque et toute la société voulait le mettre en institution et j'ai jamais voulu. Donc je me suis toujours battue pour dire: «Non,
Mon fils, il ira à l'école avec les autres enfants, ça ira très bien, il suivra le mouvement, ça va aller et j'ai bien fait de le faire parce qu'en fait, j'ai découvert une méthode qui l'a aidé et il a pu suivre l'école et aujourd'hui, c'est lui le papa de mes petits-enfants et il a un travail, un bon travail, donc je suis fière d'avoir été maman louve, si je peux dire comme ça, et de m'être battue pour lui et depuis ce jour-là, c'est vrai que j'ai appris à me battre. Ensuite, j'ai dû me battre pour mon papa qui était très malade et je me suis battue auprès des médecins pour pas qu'on le rabaisse parce qu'il avait une sénilité précoce et de nouveau, j'ai dû remettre le combat, sur la table en vraiment en imposant et puis en étant là, en le protégeant aussi quelque part. C'est vrai que je suis très protectrice et de nouveau là, avec ce combat, aussi ma maman, je la protège vraiment pour pas qu'elle se fasse embarquer par, ce système, qui veut absolument, vacciner, qui veut absolument, infantiliser les gens, donc voilà, je me sens vraiment, maman louve, ouais. Donc, en fait, la crise a réveillé la guerrière qui est en toi. Oui, c'est ça. Ça, c'est le côté positif. Oui. C'est vrai que j'ai appris à enfin dire ce que je pensais. Alors qu'avant, Tu as appris ou tu as osé? appris à oser. Ah, d'accord. J'ai appris à oser dire, à me respecter et à l'extérioriser. Chose que je faisais pas avant. C'était plutôt, «Tais-toi, allez, suis le mouvement et puis c'est pas important ce que tu penses» et là vraiment j'ai waouh! Je me suis découverte, effectivement, un peu guerrière, tout en étant, une main de fer dans un gant de velours, Mais voilà. tu as toujours été guerrière. Par contre, ce qui est très important dans ce que tu viens de dire, c'est le mot respect. Parce que je trouve que, c'est un mot qui a quasiment disparu, non pas du vocabulaire, parce qu'on emploie souvent des mots sans pour autant qu'ils correspondent à des réalités, Mmh, heu, mais je trouve que dans les comportements, respect de soi d'une part, que chacun se respecte par rapport à ses convictions, hein, et mmh, on va pas, il y a pas de chapelle, chacun a le droit d'avoir ses propres convictions, mmh mh. mais surtout respect des autres aussi. Ouais. Et le respect des autres, c'est pas seulement leur dire bonjour et leur dire merci, mais c'est de faire en sorte qu'ils soient respectés quand ils ont plus tellement les moyens, comme, tes parents par exemple. C'est ça. Heu et que d'une façon générale, nous puissions estimer que nous sommes tous respectables, mais pour être respectable, il faut respecter. Mmh. Et on a l'impression que c'est quelque chose qui est, désormais très éveillé en toi, cette notion de respect. Oui. Le respect et l'écoute de l'autre et c'est ce qui me manque un petit peu en ce moment, je trouve. Parce que, j'aimerais qu'il y ait un dialogue entre les personnes qui pensent pas comme moi et celles qui pensent comme moi. Je trouve que c'est important de partager, de savoir moi, j'aimerais savoir pourquoi l'autre en face ne pense pas comme moi et j'aimerais aussi pouvoir lui dire pourquoi moi je pense différemment. Et puis je pense que là, il y a quelque chose à faire au niveau de la réunion des gens. Parce qu'en fait, ben, c'est clair, on a été scindés en 2 et j'en ai souffert, j'en souffre encore aujourd'hui. J'ai perdu des amis. Ça s'est fait presque naturellement parce que, bah, voilà, on pensait pas pareil et je pense que ce fossé, il peut être, de nouveau rempli, d'amour et de chaleur humaine et je pense qu'on pourrait tous aller en avant ensemble, Oui, moi personnellement, j'ai eu l'impression qu'on était un peu comme dans une guerre de religion. presque. Ça me rappelle, parce que j'ai fait mes études en France, mais il y a eu la même chose ici entre Luther et Calvin, et il y a eu la même chose en France entre les catholiques et les protestants. Mmh, Des guerres de religion où on s'entretue, au nom de Dieu qui en fait, est amour, donc ce qui est absolument complètement incohérent. On s'entretue mmh, au nom de l'amour, si je fais une synthèse. Et là, j'ai vu des gens qui étaient des amis de longue date ou même dans les familles, j'ai vu des scissions sans possibilité d'avoir un dialogue, comme tu le dis, sans possibilité de pouvoir avoir un discours respecté et respectable mmh. de l'un vis-à-vis de l'autre et de pouvoir se dire: «OK, bah, tu as ta croyance, j'ai ma croyance, mais ça n'empêche pas de s'aimer, de s'apprécier, de se côtoyer». Il y a eu cette espèce de
Et alors évidemment, c'est facile parce que on parlait de la maladie, donc si je m'approchais de celui qui ne croyait pas comme moi, je risquais de tomber malade ou lui risquait d'être, infecté, Mmh donc mh. c'était complètement délirant comme situation Mmh. et on sait que scientifiquement, ça tient pas debout. Alors ça a été quoi ton combat là-dedans? Puisque c'est la guerrière qui s'est exprimée. Ah, c'est vrai que j'aurais aimé évidemment que les gens d'en face, pensent comme moi, parce que voilà, vu qu'au fond de moi, je suis quasiment sûre de penser juste par rapport à moi et puis du coup, bah, j'ai dû apprendre à dire: «Non, celui de face, il a le droit de penser différemment, j'ai pas la vérité en moi. J'ai ma vérité, mais j'ai pas la vérité». Alors, c'est vrai que je dirais que mon combat, a été et encore, c'est de pouvoir justement retrouver ces amis que je n'ai plus et poser les armes en quelque sorte. Puis de se dire: «Bah non, allez, on fait la paix, on se retrouve» et en même temps, mon combat, il est dans le sens que j'aimerais aussi que les autres personnes réalisent ce qui se passe. Parce que le problème, je pense, c'est que c'est une guerre silencieuse et c'est presque pire, c'est presque plus vicieux qu'une guerre avec des armes, si je peux dire. C'est sournois. Pardon? Je trouve ça sournois Oui, personnellement. c'est ça, Oui. c'est sournois et puis j'ai souvent eu le retour de gens qui me disaient: «Ouais, mais tu qu'à aller voir, en Afghanistan, tu qu'à aller voir ailleurs, comment c'est, ici c'est rien, on a de la chance». Alors oui, en Suisse, on a passablement de chance, mais je sens que c'est quand même une guerre, qui s'immisce gentiment dans nos vies pour, bah, c'est un peu comme une maladie qui est à l'intérieur de nous, puis qui commence à émerger, puis on s'en rend pas compte qu'on l'a, en fait. Bah, là, je sens que c'est un petit peu, comme ça arrive gentiment au fond de nous et puis la société essaye de nous faire accepter certaines choses, par le biais d'autres, explications. Enfin, c'est assez, subtil. Oui, c'est même waouh, c'est subtil, mais parfois c'est grossier. Quand on interviewe ou qu'on interroge un journaliste en disant: «Mais sur tel et tel point, vous avez menti» et qui répond: «Mais allez donc voir en Corée du Nord si c'est mieux». Ch Non, vous avez menti et la Corée du Nord, on s'en fout. Nous, on habite en Suisse C'est ça, c'est ça, et les gens n'arrivent pas à comprendre ça. De défendre son pays, de défendre sa souveraineté, de défendre sa citoyenneté, de défendre sa constitution, qui ont toutes été malmenées c'est ça, pendant cette période. c'est ça. Alors c'est vrai que tu parles de constitution, moi je la connaissais pas avant même que je suis une Suissesse, hein. Et avec la loi covid qui est arrivée, j'ai appris en fait à décortiquer un peu les textes et et j'ai vu tout de suite qu'il y avait des trucs qui clochaient en fait, parce que j'ai comparé les versions de cette loi qui changeaient tout le temps. Il y avait vraiment beaucoup de textes en fait qui étaient pas cohérents du tout et du coup là, c'est vrai que cette votation de la loi covid, là, je me suis vraiment battue. J'ai fait des vidéos aussi pour essayer d'expliquer aux gens: «Voilà, il y a dans cette version on dit ça, dans cette version on dit ça, mais attention». Enfin, j'ai vraiment essayé d'éveiller les gens par rapport à cette loi qui clochait puis, bah, nos valeurs suisses, je les retrouvais pas là-dedans et j'avais l'impression qu'on mentait au peuple. Donc, j'ai vraiment essayé de partager ces informations, mais en vain, parce que les gens, non, non, ils étaient persuadés que c'était bon pour eux, que cette loi allait tout régler, enfin, Qu'est-ce que tu penses? C'est du déni, de la soumission? Ce serait quoi ton analyse de la situation? c'est enrageant si je peux dire, parce que de nouveau par rapport à mes origines, j'ai des parents qui ont toujours écouté la télévision suisse, qui ont lu le journal suisse et qui ont toujours suivi ça et puis, je trouve rageant de voir que ça continue, que tant que c'est pas dit dans les médias officiels, ce n'est pas une vérité. C'est ce que j'ai réalisé
Et c'est affreux parce que moi j'entendais beaucoup d'autres choses, je lisais des choses, je voyais des choses, mais personne me croit parce que c'est pas dit dans le journal de la télé officielle, c'est pas dit dans le journal écrit, donc ce n'est pas une vérité. Et c'est vrai que je me suis fait insulter, menteuse, dangereuse, criminelle, enfin, voilà, tous les noms d'oiseaux qui existent. Et c'est dur quand j'ai une preuve écrite noir sur blanc qui montre qu'il y a une erreur et que la personne en face dit: «Non, non, non, arrête avec ça, je veux plus t'écouter avec ça», voilà, c'est bâillonné quelque part. Ce que tu me dis, c'est que tu as vécu la double peine. D'une part, le fait d'être insulté, rejeté, et d'autre part, de voir ton pays et les gouvernants qui mentent, qui trichent. Ouais. Oui, et puis ce qui m'a fait aussi souffrir, c'est la censure. Parce que je suis quand même passablement sur les réseaux sociaux, j'ai été censurée plusieurs fois et j'ai même essayé de commenter des interviews en live du Conseil fédéral, même du CHU, enfin, il y a eu des interviews en live, puis on pouvait commenter dessous, donc je posais des questions et au bout de 3 questions, j'étais bloquée. Je pouvais plus poser de questions. Alors qu'on m'a dit en Suisse, on a la liberté d'expression. Normalement, dans la presse, il faut les 2 sons de cloche pour que les gens puissent se faire une opinion. Mais moi, j'ai pas senti ça. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Pourquoi tout d'un coup, les gens qui pensent pas comme le gouvernement sont bâillonnés sans que le peuple se rende compte?» C'est ça qui est vicieux dans l'histoire, c'est que chaque fois que moi ou d'autres ont essayé de dire: «Mais attention, attention, ça c'est pas tout à fait juste ce qui est écrit là», ah non, c'était comme avec le masque, on était bâillonnés. Alors pourquoi un pays comme la Suisse et les Suisses, donc la Suisse est le numéro un au monde en termes de créativité industrielle, occupe une place numéro un au monde en termes, jusqu'à présent, de démocratie et de souveraineté vis-à-vis de son peuple. Pourquoi crois-tu que les Suisses se sont, enfin la majorité des Suisses, si on en croit les chiffres de la votation, la majorité des Suisses se sont laissés embarquer? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que le Suisse a perdu de sa fierté, euh, parce que moi je connais des Suisses qui sont fiers de leur souveraineté, qui sont fiers de leur citoyenneté. Ouais. Pourquoi crois-tu que subitement tout s'est effondré? Mmh. Je pense que le souci, c'est qu'en Suisse, il y a beaucoup trop de multinationales et puis ces multinationales, en plus, il y a le Forum économique mondial qui se passe à Davos. Il y a des grands événements qui se passent en Suisse alors qu'on est un pays neutre. Ce qui s'est immiscé dans la Suisse a pris une force et puis du coup, dirige un petit peu, j'ai l'impression que ces gens-là dirigent un petit peu le gouvernement finalement. Puis que le gouvernement est peut-être pris au piège d'une force au-dessus. J'ai plus l'impression qu'on est vraiment neutre et autonome et indépendant et tout ce que j'ai appris. J'ai l'impression plutôt que Comme ça vient de quasi- l'extérieur. Oui, mais comme dans beaucoup de pays dans le monde entier, les multinationales qui apportent du travail, qui apportent de la richesse, qui éventuellement apportent de la corruption, ont leur mot à dire sur le gouvernement. Oui, mais quand même, ouais. Je trouve que ça va trop loin. Ça va trop loin, quand j'entends, un Klaus Schwab, par exemple, qui est interviewé au journal de la chaîne, suisse, puis qui parle d'une puce dans la tête. Moi, ça me fait tilt tout de suite, alors que les gens, ça passe, quoi. C'est voilà, comme on dit souvent: «Plus c'est gros, plus ça passe», ça surprend personne. Alors que moi, ça, c'est le détail qui tue, si je peux dire. Comment tu ressens tout ça en tant que mère et grand-mère? Ça me fait peur. Ça me fait peur pour mes petits-enfants, pour mes futures générations, parce que, j'ai toujours entendu parler de cette robotisation de l'être humain, quand je regardais des anciennes émissions dans ma jeunesse, on parlait beaucoup de ça, hein.
Même, Il était une fois l'homme, il y avait déjà des parties où il parlait de ça. Ça me paraissait impossible ou loin, ou bien quelque chose ouais, d'impossible à réaliser. Irréaliste, ouais. Puis là, d'entendre, même des Jacques Attali ou des Klaus Schwab qui commencent à parler de ça, puis qui sont là, actuellement, ça me fait peur. J'ai l'impression qu'il y a un bulldozer qui est en train de nous arriver dessus, mais en silence. Et c'est ça le problème, c'est que les gens, je crois, ne se rendent pas compte de ce qui se passe plus vite que la musique, en fait. Ça arrive vraiment plus vite que ce qu'on croit parce que c'est silencieux. C'est pas le truc qu'on voit dans la rue, c'est vraiment alors, on le voit très bien, hein, on paye les parkings avec un portable, dans les commerces, on commence à payer avec des scanners, on fait enfin, tout devient informatisé. Même à ma place de travail, je m'interroge beaucoup parce que tout devient informatisé, j'ai de moins en moins de travail. Donc ça s vraiment petit à petit, ça prend sa place et puis ce qui est vicieux, c'est que beaucoup trouvent ça super parce qu'on gagne du temps. On gagne du temps, on fait clic clic, tac tac, tout est fait, tout est OK, donc les gens trouvent du positif, en fait, dans ce que moi je trouve négatif et c'est là le piège. Je trouve que les gens se font piéger. Mais je te suis complètement puisque le, le monde s'est construit avec des efforts. C'est parce que l'homme a cette volonté, enfin l'humain d'une Mmh, façon générale, les hommes et les femmes, c'est parce qu'ils ont cette volonté de faire des efforts, c'est-à-dire de dépasser, pas énormément, mais tranquillement, pas vite, de dépasser leurs limites. Donc de faire des efforts au quotidien, à la semaine, au mois. Et le monde s'est développé grâce à ça. Le monde est devenu merveilleux parce que l'homme a fait des efforts pour comprendre, mmh. des efforts pour faire, des efforts pour vivre ensemble, etc. Et pour jouer avec les mots, parce que j'adore le langage des oiseaux, quand tu fais des efforts, tu es fort. Ouais. Or, j'ai l'impression que de ces dernières 70 ans, on nous a appris à être faibles et à être dépendants. Et que le système qui a été mis en place est un système pour nous dire ne faites plus d'efforts, on va vous faciliter la vie. Mais en fait, Mmh, j'ai comme l'impression qu'on nous avait déjà mis en esclavage. oui, oui. Ben, justement, c'est là le piège, c'est que petit à petit, la société veut nous faciliter la vie, comme tu l'as dit, hein, donc on trouve ça fantastique. Alors il y a des bons côtés, je trouve quand même. C'est vrai qu'entre l'homme de Cro-Magnon et le fait qu'on puisse avoir chaud l'hiver, on a fait des progrès. C'est clair. Mais il y a dans une partie positive, il y a toujours, une partie négative, hein. Il y a le noir, il y a le blanc et c'est là le piège parce qu'on a vu peut-être que le côté positif et petit à petit, il y a des choses négatives qui arrivent, donc ça date pas d'hier, hein. J'entends cette volonté de vouloir, ouais, nous infantiliser, nous diriger, nous faire obéir et là, clairement, je me rends compte depuis l'arrivée du covid que rien qu'avec le pass, ça a été pour moi, c'était terrible. Alors ça, je l'ai vécu c'est vrai que ça, c'est une des plus grosses douleurs que j'ai, la discrimination que j'ai sentie. Mais le pass, c'était clairement un objet de soumission. Alors ça, c'était grandeur nature de tout ce que j'avais pu, imaginer et je pensais que ça réveiller les gens en disant: «Non mais là, il y a un truc qui cloche. On peut pas interdire des accès à des personnes qui n'ont rien fait de mal». Enfin, moi qui ai toujours été bien obéissante et tout, je me disais: «Mais je je suis interdite de restaurant, je suis interdite de cinéma, mais comment c'est possible?» et et là, je pensais que les gens allaient dire: «Ah non, maintenant ça suffit quoi». Mais ça a pas suffi apparemment. À propos justement de ces gens qui comprennent pas, ou tu as l'impression qu'en fait qu'ils comprennent pas. Moi, ça m'a et tu as l'impression que tout était organisé. Et ça me rappelle une phrase qu'on prête à Jacques Attali, je ne sais pas du tout si c'est en finale lui qui a écrit ça, mais je vais te la lire, tu vas me dire un petit peu comment tu réagis par rapport à ça.
À l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Nous commencerons par les vieux, car dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. Ensuite les faibles, puis les inutiles qui n'apportent rien à la société, car il y aura de plus en plus, et surtout, enfin, les plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes, et l'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. La population trop nombreuse, et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement trop coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. On ne pourra pas non plus faire passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens. Pensez bien. Nous trouvons quelque chose où le provoqueront une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique, réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, ou peu importe, les faibles y succomberont. Les peureux et les stupides y croiront et demanderont à être traités. Nous aurons pris soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera LA solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule, ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir. Alors dans ce que j'ai pu trouver sur internet, ces propos seraient de Jacques Attali en 1981, dans un livre L'avenir de la vie, qui est un entretien avec Michel Salomon. Bref, c'est à valider, c'est pas garanti que ce soit lui, mais ça fait quand même partie des propos que par exemple le docteur Laurent Alexandre aussi a tenu devant les télévisions lorsque, au début de la pandémie, en France, il a dit bah, ce vaccin peut être mis en place tout de suite chez les vieux car de toute façon, ils ont un espoir de vie résiduel. Mmh. En tant que femme, ça te touche? Bien sûr. De quel droit on peut parler comme ça d'un être humain? De de vouloir faire quelque chose pour, soi-disant son bien? Moi, ça me choque. Alors je sais pas s'il a vraiment écrit ça dans ce livre. En tout cas, moi, je l'ai entendu parler dans une interview où ça ressemblait assez à ce texte et je comprends pas pourquoi nos parents n'ont pas réagi déjà à ce moment-là, d'entendre des gens parler comme ça. Ça, pour moi, ça me dépasse. J'étais petite, hein, j'avais à peine 10 ans, si je me réfère à ce que tu as dit, mais à ce moment-là, à 10 ans, j'écoute pas tout ça, je me rends pas compte de ce qui se passe. Alors peut-être que déjà là, il y avait déjà une manipulation, assez forte, je pense. Ah oui, ça date pas d'aujourd'hui. Hem, je comprends pas pourquoi maintenant avec tous les réseaux sociaux qu'on a, internet, tous ces interviews repassent régulièrement et que ça percute toujours pas en fait chez certaines personnes, qui fassent pas la corrélation entre, la plandémie comme je l'appelle et ce qui s'est dit là, parce que c'est clairement ça. On entend même, Bill Gates qui dit qu'on est trop sur terre. Il y a même eu un chiffre qui est sorti récemment, on est trop sur terre. OK, mais on fait quoi de ça? On est trop sur terre, on peut quand même pas, comme il dit, tous nous envoyer à l'abattoir. Mais subtilement, ils ont trouvé, quand Mais même qui a décidé que nous étions trop sur Terre? ah, bonne question alors. Sur la base de quels critères a-t-on Excellente décidé ques que nous sommes trop sur Terre? c'est une excellente question, d'autant plus que j'ai vu récemment, alors je me suis pas amusée à faire le calcul, il y a un homme qui parlait dans une vidéo qui disait que si on mettait tous les êtres humains de la planète côte à côte, on remplirait à peine un département français. Alors j'ai pas fait ce calcul-là,
Ça me paraissait un petit peu, Ouais, ça me paraît un petit peu ça me paraît bizarre, gros, ben parce qu'on a quand voilà. même eu milliards, Je mais pense que ça ouais. vaudrait le coup de faire ce calcul une fois vraiment sérieusement, puis de se dire, finalement, si effectivement on était tous côte à côte, quel espace on remplirait pour voir si vraiment on est trop sur Terre? Et puis de quel droit on peut se dire qu'on est trop sur Terre finalement? À qui appartient notre vie? À nous-mêmes, Parce que quand on écoute tous ces gens-là, on a l'impression qu'on leur appartient, au final. c'est ça. On est On leur chose. on se retrouve dans le monde féodal, et encore, beaucoup de seigneurs dans le monde féodal prenaient soin de ses serfs et de Mmh, ses employés et même de mmh, ses esclaves parfois parce mmh. qu'il en avait besoin. Donc c'était pas neutre comme comportement. Mais là, on a l'impression que la vie humaine, en fait, n'a plus strictement aucun prix. C'est ça. Oui, et puis en même temps, je comprends pas cette logique de vouloir tout informatiser pour enlever du travail aux gens finalement. Et puis après, on nous dit qu'on est trop. Donc si on est trop, pourquoi ne pas leur laisser leur travail? Que ces gens soient, tout le monde soit utile, serve à quelque chose, à faire de la culture, plutôt que de mettre des machines qui récoltent, ben on met des gens comme avant, où chacun, voilà, sème ses graines, récolte. Euh, C'était du travail pénible, il faut pas souffrir, il faut pas faire d'efforts. Alors qu'en fait, quand on discutait avec ces personnes qui ont été mes grands-parents, en fait, ils étaient fiers de ouais, faire ce travail-là. oui, Il y avait la fierté de participer à la vie de la collectivité. Ce qu'on a vu aussi avec différentes études, c'est que plus le niveau de confort augmente et moins les gens ont d'enfants. Par exemple, parmi les émigrants, dans tous les pays du monde, quand ils restent dans leur pays, alors on peut prendre le cliché de l'Afrique, qui est facile, mais on peut prendre le Maghreb, enfin bien que le Maghreb soit en Afrique, eh bien, on s'aperçoit que quand ils sont dans leur pays, ils ont 6, 7, 8 enfants sans aucun problème. Quand ils arrivent, par exemple, au Canada, ils ont 2 enfants, 3 enfants, gros maximum. Dès que le niveau de confort augmente, ils ont moins d'enfants. Donc réduire la population, si vraiment c'est le vœu, il suffit simplement de faire en sorte que les gens aient accès à un certain confort, à certaines richesses, et ça va se réguler de soi-même. Et en plus, sans mort, sans guerre, sans génocide. Donc on peut avoir une vision très optimiste, très positive. Si on construit des écoles et des hôpitaux, est-ce que les gens vont se rebeller contre nous? Mais si on leur balance des bombes sur la tête, on va laisser des cicatrices et l'esprit de vengeance va être exploité par ceux qui nous veulent du mal ou qui veulent nous reconquérir dans l'autre sens. ouais, difficile à dire, mais j'ai plutôt l'impression que, vu que quand il y a un nouveau médicament qui arrive, moi j'ai vu que normalement on le teste sur des personnes saines, et déjà là, j'ai trouvé bizarre qu'ils commencent par les personnes fragiles. Puis après, je me suis dit: «Mais s'ils veulent vraiment en arriver là où ils veulent arriver, à nous mettre une puce dans le cerveau», pour reprendre les termes de Klaus Schwab, bah, forcément que nos vieux, bah, sont pas utiles. Parce qu'eux, ils sont pas dans cette génération informatique. Moi, je vois ma maman, elle a pas de carte de crédit, pas de portable, elle va encore à la poste faire ses paiements, et c'est terrible de dire: «Elle est inutile» pour ces gens qui veulent aller de l'avant avec la technologie. Elle est matériellement inutile, Voilà. Elle joue pas à leur jeu, elle entre pas dans leur jeu. mais émotionnellement, sentimentalement, Ah elle a bah, une place ah, exceptionnelle. incroyable. Ah si, si. C'est vrai que ça c'est pas leur souci. C'est pas leur souci. Moi j'ai vu, je crois c'est à Zurich, ils ont commencé à tester des implants, sous la peau. La jeunesse de maintenant trouve ça extraordinaire. De pouvoir juste passer la main pour payer quelque chose, c'est magique. Mais au fond de ça, on devient quoi? L'être humain, le vrai. C'est ça. Son émotion, sa tristesse, sa joie.
C'est je connais pas le but final, mais c'est terrible. C'est terrible parce que En on nous fait, l'humanité ne pourra plus grandir, ni se développer, ni être créatrice, c'est ça. puisque en fait, il nous faut des émotions, du partage, de la rencontre, de l'empathie, de la tendresse, de l'amour, pour pouvoir grandir, pour pouvoir créer. Mmh. Et c'est tout ça qu'on est en train de supprimer. Oui, et ils y sont très bien arrivés en semant la peur parmi nous. Parce que maintenant, avec ce virus, tout le monde a peur de l'autre. Dès que quelqu'un tousse, les gens ont peur. Donc du coup, ça nous a vraiment séparés. Alors que le lien, enfin moi je suis quelqu'un de très tactile, c'est une souffrance terrible de plus pouvoir prendre les gens, enfin moi j'aime toucher les gens, voilà, j'aime donner de l'amour comme je peux et là, vraiment, ça a été mais coupé, net. C'est terrible. Pour moi, c'est terrible. Quel message t'aurais à donner à tes concitoyens ou quasiment au peuple du monde? Je dirais qu'il faut réapprendre à écouter sa voix intérieure, réapprendre à vraiment se centrer sur soi, de faire outre, de passer outre, pas écouter la télé, le journal, vraiment de se dire: «OK, moi ici, Marlise sur terre, qui je suis? Qu'est-ce que j'aimerais de la vie? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui me nourrit?» Et puis écouter ça vraiment, au fond de soi. Je pense que ça, c'est important de se recentrer sur soi et puis, peut-être se replonger aussi d'il y a 4 ans en arrière, se dire: «Il y a 4 ans, j'étais qui?» Puis faire la comparaison: «Et aujourd'hui, je suis qui? Je suis où? Je me situe où par rapport à cette différence?» Puis de prendre le meilleur et de suivre ce meilleur. Voilà, je pense que c'est ça. Dans ton discours, ça me rappelle le texte que Nelson Mandela a utilisé lors de son investiture, à savoir que nous avons beaucoup plus peur de la lumière et de la puissance qui est en nous que du noir, du sombre et des ténèbres. Ouais, alors ça correspond vraiment à la société actuelle, hein. C'est que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que si on s'écoute, c'est pas bien, parce que ça va pas dans le sens du gouvernement. C'est terrible, c'est quand même terrible, surtout qu'on est en Suisse, je veux dire, on est un pays neutre, on est un pays libre. Alors il faudrait inverser tout ça effectivement et puis de pas avoir peur de ce qui nous habite, parce qu'en fait, c'est notre richesse, ce qui nous habite et oui, il faudrait vraiment inverser, puis vraiment se dire: «Non, j'ai confiance. Si je le pense et je le ressens, c'est que c'est juste». Tu penses que les Suisses ont perdu leur fierté? Je pense ils croient avoir toujours cette fierté, mais elle a été transformée. Ça reste un passeport, un papier, mais ça va pas plus loin. Oui, puis les valeurs suisses, voilà, sécurité, Propreté, voilà, propreté, sécurité, neutralité, les chocolats, les montres, pays riche, tous ces clichés comme ça. C'est joli sur une carte postale, puis encore, ça n'existe plus trop, mais c'est vrai que, moi, je me suis rendue au Grutli cet été. ouais. J'avais envie, en tant que Suissesse, d'aller vraiment dans ma Suisse profonde, de découvrir ce Grutli, de voir Guillaume Tell, la fameuse statue à Dorf là. Ah ben ça m'a fait, quelque chose, hein, d'être au Grutli, au pied du drapeau, de repenser à ce qui s'est passé dans l'histoire, voir cette place et puis, ça vibrait en moi vraiment et j'ai repensé au 1er août que je faisais avec mes parents, que j'étais fière d'avoir mon drapeau suisse, mon petit flambeau, enfin, il y avait le folklore suisse qui était là, c'était vraiment, mon pays, vraiment mes racines et là, j'ai l'impression que c'est plus maintenant une carte de visite quoi, la Suisse. C'est plus vraiment dans nos entrailles. C'est un peu ce qu'on voit en Europe, c'est-à-dire que
avec toute la communication, les médias, ce qui s'est passé dans les écoles avec la transformation des manuels scolaires, de faire disparaître l'amour du pays, l'amour de la nation, Ouais, l'histoire, ouais. avec nos ancêtres qui se sont battus pour notre liberté, qui se sont battus pour notre existence, Mmh. pour la langue française, pour l'histoire, pour la philosophie. On a l'impression que tout ça, ça n'a plus de raison d'être, on Mmh. s'en fout. Oui, c'est vrai que j'ai ce sentiment que, l'idée de la société, c'est qu'on soit tous pareils. Ça veut dire qu'on soit tous informatisés, tous, tous les pays, qu'on soit pareils, qu'il y ait plus cet esprit, patriote, à part bon, quand on va aux États-Unis, il y a des drapeaux américains partout. Moi, j'aimerais bien qu'en Suisse, il y ait des drapeaux partout aussi, parce que je trouve ça joli. Ça, c'est moi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il faudrait qu'il y ait plus de frontières et puis qu'on soit tous, sous les mêmes ordres, qu'on aille tous dans le même sens et puis avec cette pandémie, c'était un peu ce qui s'est passé parce qu'on avait tous les mesures sanitaires plus ou moins pareilles. En Suisse, on a été, passablement épargnés, mais j'ai l'impression qu'on veut tous nous mettre dans une boîte, puis on pense tous pareil et puis on obéit tous à un système qui a plus cette beauté finalement d'appartenir à un pays et puis d'être fier d'être de ce pays et chaque pays a une beauté, chaque pays a quelque chose à montrer, a une culture, et c'est tellement riche, c'est justement ça. Oui, ce sont les différences, euh, et c'est le fait que nous soyons différents les uns les autres qui fait cette richesse et qui fait C'est cette ça. créativité. Mmh. Et si on devient tous uniformes, tous des clones, euh, qu'est-ce qui va se passer? On n'a plus rien à se dire, on n'a plus rien à faire ensemble. Donc on sort de chez soi, on travaille si on est capable de travailler, c'est-à-dire de répondre à la demande économique. Et puis sinon, on nous pique. Mmh. Ça me fait penser à un vieux film, je sais plus de quelle année il date, avec Charlton Heston, Soleil vert. Je te conseille de le regarder, il doit être certainement sur Internet, tu vas le trouver. OK. Et en fait, c'est exactement... T'as aussi Bienvenue à Gattaca ou Demolition Man, c'est le même film, ce sont des OK. titres différents. Et c'est, je pense, ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors tu parles de film, moi j'ai un film qui m'est revenu à l'esprit avec tout ce qui se passe là en ce moment, c'est Truman Show. Mhm. Et j'invite les gens qui écoutent ce reportage à regarder Truman Show parce que euh, je trouve qu'il y a vraiment cette ressemblance où on est presque dans un film où on nous mène à la baguette. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir avec les directives sanitaires qu'on a eues en Suisse où ça changeait à tout bout de champ. Chaque semaine, il y avait des règles différentes et tout. Moi, j'ai toujours imaginé un labyrinthe avec des souris dedans et puis tout d'un coup, hop, on ferme une porte, puis on se dit: «Ah ben, on va voir où c'est qu'elle va aller pour s'échapper». Et j'ai l'impression que le peuple suisse, c'était ça, en fait. Parce que, fallait les masques, fallait plus le masque, le pass. Après, il y a eu les versions, je sais plus comment ils appelaient ça, les versions bis ou je sais plus quoi. Il y avait la 2B, 2C, je sais plus quoi, un truc démentiel où on n'arrivait plus à suivre, on savait plus qui devait faire quoi. Enfin, j'ai vraiment ressenti ce labyrinthe avec les souris et hop, 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 les gens, hop, ils vont là, puis après, ils vont là, puis après, ah non, là, on n'a pas le droit, hop, comment on fait? Et c'est terrible. Moi, j'avais plutôt l'impression d'être sortie de ce labyrinthe-là et puis de dire, mais oh, 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 attendez, vous n'allez pas obéir à tout ça, enfin, c'est démentiel. Et voilà, les gens, il y a quand même ceux qui sont restés dans ce labyrinthe-là. Aux aguets des nouvelles règles, vraiment aux aguets de tout. Et puis, bah, nous, je dis nous, les personnes qui étaient contre ce système, qui essayaient vraiment vainement d'alerter. Mais voilà, pour le moment, on passe pour des fous, malheureusement. Tu penses qu'il n'y a pas d'éveil à l'heure actuelle? Qu'il y a pas de De réveil ou d'éveil? si, ça commence quand même. Alors après, je pense qu'on est tous à un niveau différent, mais c'est vrai qu'il y a des gens. Moi, j'entends des gens qui me disent, par exemple, par rapport à l'injection, «C'est bon, là, maintenant, j'arrête, hein. La 2e fois, j'ai pas été bien ou la 3e fois, j'ai pas été bien».
Ou ils exagèrent parce qu'en une année, nous piquer 3-4 fois, 5 fois, c'est de la folie. Enfin, il y a des petites choses qui se passent. Et puis c'est justement là où pour nous c'est cadeau parce que il faut accueillir ces gens. Oui, je pense qu'on a un rôle extrêmement important Oui, d'accueil, d'écoute, c'est ça, surtout pas de jugement. c'est ça. Et puis on se réveille tous à un moment donné. Même quand moi j'ai commencé à comprendre, il y a des gens qui me disaient que ça faisait déjà 10 ans qu'ils étaient en lutte, donc Ouais, moi ouais, ça m'a impressionné. Donc en fait on va tous à notre propre rythme. Et puis bah faut accueillir aussi ces personnes et par rapport à ce que je disais au tout début, bah c'est cadeau parce que ça permet de nous réunir justement, de se rassembler et puis d'être ensemble de nouveau parce qu'ensemble on est fort. Et on a besoin chacun les uns des autres, de nos couleurs différentes. bien sûr. C'est le panel de la société et c'est ça qui est beau. C'est ça qui nous fait vivre ensemble, vibrer ensemble, créer ensemble. C'est ça, c'est ça. Et même nous, on doit réapprendre à écouter l'autre. Parce qu'on est toujours dans cette lutte de dire: «Ouais, liberté, ta, ta, ta». On se ferme quand même un petit peu dans notre monde de résistants, donc on doit aussi réapprendre, c'est dans les 2 sens, hein, on doit Absolument. Oui, réapprendre à ouvrir, accueillir et puis accepter que l'autre commence à mettre le pied, de notre côté et puis, voilà, on doit aussi être, conciliant, empathique. C'est pas facile, hein, parce qu'on a souffert. Enfin moi, en tout cas, j'ai souffert. je pense que beaucoup de gens ont souffert des deux côtés. Oui, Et je pense que c'est beaucoup plus difficile pour les gens qui se sont fait avoir par le discours. C'est un peu comme des gens qui se sont fait escroquer. oui, Il y en a peu qui vont dire je me suis fait escroquer et qui vont se défendre et qui vont l'avouer. mmh, c'est vrai. D'autant plus que là, les gens qui se sont fait avoir, ils se sont fait avoir dans leur chair, Oui, avec une injection. Donc c'est encore plus dur parce que certains ont des séquelles, certains ont des souffrances physiques. Donc ça, pour revenir en arrière, pas se reconnaître par c'est le trop tard. verbal, Ouais. ça va. Mais physiquement, je fais quoi? Moi, j'ai une amie, elle a eu des tremblements, pendant plusieurs semaines suite à l'injection. OK, même si elle comprend maintenant qu'elle s'est fait qu'est-ce qu'on fait contre ça? Vu que son médecin ne fait pas le lien, enfin voilà, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. On peut pas dire juste, «OK, je me suis fait avoir, c'est pas grave, je passe à autre chose». Non, parce qu'il y a des séquelles intérieures et ça, je pense que c'est difficile Et à vie. et à vie. Ouais, ça c'est, Est-ce que tu as un autre message à passer? oui, j'aimerais vraiment que tous on se rassemble. Ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, je suis quelqu'un qui, pour ceux qui me connaissent, j'aime rassembler les gens. J'aime organiser des choses, des fêtes, j'ai toujours aimé faire ça et j'aimerais vraiment qu'on retrouve cette unité, ce partage entre tout le monde, quoi qu'on pense, qui qu'on soit. J'aimerais vraiment, particulièrement mes amis qui ne me parlent plus, qui étaient mes meilleurs amis et ça, c'est vraiment une souffrance que j'ai. J'aimerais vraiment qu'on repartage ensemble, même si on n'est pas du même avis, OK, c'est pas grave. Ça a toujours été comme ça, on peut pas être tous d'accord pour les mêmes choses. Mais qu'on apprenne à écouter l'autre de nouveau, qu'on se remette ensemble et puis OK, on n'est pas d'accord sur ce sujet, mais il y a d'autres sujets, il y a pas que ça. La vie, c'est tellement vaste. Donc c'est ça, c'est apprendre à pardonner, à passer par-dessus et à recréer le lien. Recréer le lien. Surtout en cette période qu'on approche des fêtes. Je pense que c'est important, il y a beaucoup de gens qui partagent des choses, paix, amour, amitié et tout, OK. Mais ça, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour une partie de la société. C'est Tu prônes le grand pardon. le grand pardon, l'explication et puis le partage, ouais, l'empathie. Ce qui est terrible avec le pardon, c'est qu'on peut pardonner aux autres,
Mais ça n'a vraiment de valeur que si les autres nous ont demandé Oui, de leur pardonner. ouais. Alors c'est vrai que je suis encore assez rancunière par rapport à cette exclusion que j'ai vécue, avec le certificat sanitaire. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu vraiment beaucoup de peine. Oui, mais ça, tu peux pas en vouloir aux autres. Non, parce qu'ils Ça a ont été, ça a ils ont été décidé par une poignée de technocrates c'est ça, qui obéit à des ordres, c'est ça. mais la population, tes amis, tes relations n'y sont pour rien. Mmh. C'est, ouais, c'est vrai, finalement. Et Mais du puis coup ils te diront, comme certains me l'ont dit, mais tu as refusé de te faire vacciner, donc tu t'es exclu toi-même. ouais. Alors c'est vrai qu'il y a eu le pass, puis il y a eu les injections. Alors c'est vrai que ça, c'était encore une autre histoire. C'est assez rigolo, hein, parce que moi j'ai souffert de ces termes, par exemple, disons-le, anti-vax. Moi ça m'a toujours choquée parce que moi j'ai fait tous les vaccins, jusqu'au tic même il y a quelques années, il y a 3 ans. Je les ai tous faits, mais par contre dans la presse on m'appelle anti-vax parce que je suis dans une manifestation. Donc là je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a eu des termes Tout à fait, mais utilisés injustes. chaque terme était soigneusement réfléchi C'est ça, et utilisé pour justement diviser, nous monter les uns contre les autres, et surtout, bah, complotiste, anti-vax, c'est un terme en synthèse. En fait, ça permet de rejeter l'autre sans avoir d'argument. c'est ça. Donc, ça coupe toute discussion, toute confrontation, aussi bienveillante soit-elle. On met une étiquette, anti-vax, C'est ça. complotiste. Et lorsqu'on dit aux gens, c'est quoi un complotiste? Mmh. C'est quelqu'un qui est contre le vaccin. Non, non, non. C'est une sorte de fourre-tout, en C'est fait. ça, C'est un absolument. fourre-tout, Ouais. et c'est même assez cocasse parce que j'ai une connaissance qui, bah, qui s'est fait vacciner et puis qui était vraiment, pour toutes ces mesures, qui m'a dit récemment: «Ah, j'ai acheté un super panneau solaire, c'est je suis trop content». Je dis: «Ah, complotiste? Comment ça?» Je dis: «Bah, ah», j'ai dit: «Ça, il y a 2 ans, on parlait des panneaux solaires, on nous traite d'être complotistes donc finalement, voilà, c'est quoi le juste mot qu'il faut utiliser?» Moi, on me l'a dit, anti-vax, on me l'a dit, alors que, j'ai voilà, Mais je crois qu'il faut oublier tout ça. oui, Je pense qu'il faut juste dire non, je suis un être vivant, c'est ça. je ressens des choses, j'ai des émotions, j'ai un niveau de sensibilité Mmh, qui fait que je peux pas rentrer là-dedans sans avoir des preuves tangibles que c'est bénéfique pour l'humanité. c'est ça. Et plus le temps passe, moins j'ai de preuves. J'ai eu des discours, mais j'ai jamais eu de preuves. Mmh, Rester sur des choses extrêmement concrètes. Le reste, c'est du blabla, c'est ça, c'est de la mise en scène médiatique, c'est ça. c'est du bourrage de crâne. Mmh, Mais aujourd'hui, on m'avait dit que le vaccin était en essai clinique jusqu'en 2023-2024. Donc je me suis conformé à la loi. Je n'ai pas fait le vaccin. mmh, J'attends 2023-2024 et je regarde les résultats. Et quand je vois que pour certaines molécules, à 0,001%, on a interdit le produit, et que là, on est parfois jusqu'à 25% dans certains cas, et qu'on n'interdit pas le produit, je suis en droit de me poser des questions. c'est clair et surtout que si on le fait, c'est de manière éclairée, à se poser la question: «C'est quoi d'être éclairé finalement?» C'est vrai Ouais. et puis, bah, les médias ont fait du dégât. Les médias aussi ont propagé ces langages dont on parlait avant, et je pen et c'est assez contradictoire parce que là, maintenant, on nous parle de pénurie d'électricité et puis, les marchés de Noël, ils sont illuminés, on nous dit pas d'éteindre la télé, on nous dit de prendre des douches à 2, Ça peut heu, être sympa. on nous dit pas oui, ça risque d'utiliser plus d'eau que prévu, hein. On nous dit pas d'éteindre nos portables, on nous dit pas par contre, faut pas faire son repassage, enfin, c'est de nouveau, c'est des choses mais c'est hallucinant des On choses nous comme infantilise, on complètement, nous fait peur, complètement. et C'est on va s'apercevoir que dans certains pays, ça va permettre de détruire énormément d'artisans et de petits commerces,
puisqu'avec les compteurs intelligents, on peut faire la facture pour qui on veut. c'est ça. On multiplie par 10 pour l'un, mais on peut la diviser par 2 pour l'autre. Ça Mmh, dépend qui obéit ou qui désobéit. Donc c'est une nouvelle fois oui, une emprise sur mmh, la vie individuelle. c'est ça. Et puis la société aussi motive à la délation et ça, c'est Oui, aussi quelque chose de terrible, hein, d'apprendre à observer l'autre s'il fait pas une faute, une ah voilà, il utilise son jacuzzi, il utilise son enfin, c'est terrible d'en arriver à ce point, d'être fier de dénoncer l'autre parce qu'il obéit pas. Enfin, je trouve que c'est quelque chose de terrible. là c'est un problème avec sa conscience personnelle. Ouais. Et je le dis à chaque fois que j'ai des interviews, des échanges avec des personnes de ta qualité, j'ai fait du bénévolat en soins palliatifs et on s'aperçoit chez les personnes quand elles savent qu'elles vont partir. Tu as une espèce d'épiphanie, de révélation. Et très souvent, elles voient repasser leur vie. On le voit aussi avec des gens qui ont fait des near-death experiences, c'est-à-dire des expériences après la mort, qui ont Oui, connu le tunnel, etc., qui ont vu défiler leur vie également. Alors il y en a qui le voient avant de partir, il y en a qui le voient au moment où ils partent, c'est trop tard. Et ceux qui le voient avant de partir, je, moi j'ai été extrêmement touché, ça m'a beaucoup marqué d'ailleurs, de se dire en fait là tu es sur ton lit, bon alors évidemment moi j'ai fait du bénévolat en hôpital ou en maison de retraite, et tu te dis, waouh, tu as en face de toi quelqu'un qui au moment, qui te dit, je sais qu'on vient me chercher, je sais que je vais partir, mmh, j'ai honte, j'aurais pas dû faire ceci, j'aurais pas dû faire cela, je me suis fâché avec un tel, j'avais pas compris ça. Et donc un jour ou l'autre, de toute façon, ça nous rattrape, mmh. parfois trop tard. Je dis toujours aux gens, mais, et là je suis vulgaire, bordel de merde, arrêtez de vous protéger avec vos gros égos à la con, reconnaissez les choses, et puis parlons-en en toute bienveillance, Mmh. et ouvrons nos cœurs pour construire autre chose. Là, je te rejoins complètement sur le fait de dire, ça va plus loin même que le pardon, quoi. Bah, on fait tous des conneries un jour ou l'autre, ok. Et là, on s'est fait avoir, ok. Et on fait quoi maintenant? On reste Mmh. sur nos quant à soi, on Oui, reste sur nos croyances valables ou pas valables, on s'en fout. On a encore des années super à vivre, mais il faut peut-être se réveiller, s'éveiller. Et je pense que l'éveil, c'est regarder la lumière, hein. Quand tu te réveilles le c'est matin, ça. tu ouvres les yeux, tu regardes la lumière. Mmh. Et je crois qu'énormément de gens ont peur d'ouvrir les yeux et d'être éblouis par leur puissance, Mmh. éblouis par leur capacité. C'est vrai que ce que tu as dit, ça me parle parce que je me suis fait la réflexion un jour, c'est que les amis qui ne me parlent plus, aujourd'hui, au lieu d'être contents que je sois en vie finalement, alors c'est certes, j'ai pas choisi l'injection, mais je suis en vie. J'ai réussi à survivre malgré tout Malgré tout ce qu'on avait dit. et que malgré tout et ça devrait être enfin, je pense qu'ils devraient être contents de voir que je suis en vie. Mais au lieu de ça, non, on continue à garder ce fossé, donc finalement, l'obéissance est plus importante que la vie finalement. C'est terrible Oui, parce que je me suis fait cette réflexion, je me dis: «Non mais je suis là, je suis toujours, Marlise, joyeuse, qui aime la vie, qui aime, sortir, qui aime» et j'ai l'impression que, c'est terrible ce que je vais dire, mais des fois je me dis: «Mais est-ce qu'ils auraient préféré que j'en meure finalement? Pour comme ça, c'est clair, on n'en parle plus, alors que je suis là». mais si tu regardes bien les médias et la plupart des gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux, ce sont des victimes. Les médias nous transforment en victimes, nous parlent que de catastrophes. Mmh, Est-ce que tu as vu des médias qui parlent de gens, enfin je te parle en dehors des faux leaders et puis des vedettes stupides qui font le buzz, mais est-ce qu'on parle, tu dis, ah, un homme s'est fait écraser sur la route de Montreux. Alors ça va faire le gros titre. Un homme est allé de Lutry jusqu'à Montreux à pied sans se faire écraser. Ça fera pas un gros titre. ça n'intéresse Ça personne. les intéresse pas.
Donc ça fait des années et des années et des années qu'en fait, nous sommes dans un schéma de victimisation. Et si nous sommes des victimes, à ce moment-là, on s'occupe de nous. Mmh. On nous donne des subventions, on nous donne des primes. Mais si tout va bien, on ne nous félicite pas. Celui qui paye ses impôts à l'heure, celui qui vient en aide à sa communauté, est-ce qu'il a le droit à une réduction d'impôts? Mmh. Est-ce qu'il a le droit à un merci de la collectivité? Non, rien. Mmh. C'est juste le jour où il partira, on s'apercevra qu'il nous manque. Mmh. Donc on est vraiment dans un système où on nous dit, si t'es pas victime, eh ben, on n'a pas de contrôle sur toi, tu nous emmerdes. T'as pas C'est le droit ça. d'être joyeux. Ah ouais. D'ailleurs, tu parles d'impôts, mais quand je pense à la caisse maladie, c'est une caisse maladie, c'est pas une caisse santé. Donc du coup, il faut être malade pour en bénéficier. Donc ça C'est ça. montre bien que Tout est construit comme ça depuis voilà, c'est plus ça. de 50 ans. Et c'est vrai qu'en lien avec les médias, moi je trouve dommage que pendant les manifestations, les journalistes ne nous aient pas plus interrogés parce qu'on nous a traités vraiment de dangereuses personnes, agressives, hein. Il y a eu des images de Berne où on voyait les gens qui cassaient des barrières et tout. Ça fait la une, mais les De autres gens gens, payés pour casser les barrières pour voilà. pouvoir faire la une. Attention, Alors faut être peut-être, réaliste. mais Moi, nous, je suis un vrai complotiste, tu sais. les gens, les gens qui manifestent, qui on est? Personne s'est intéressé de savoir. Vous êtes qui, vous, pour pas penser comme les autres? Et puis de voir qu'on est juste des êtres humains, Hmm. qu'on est gentils, qu'on a un cœur, au contraire qu'on est dans On se l'amour. tient Parce les coudes. Ouais. toutes les manifs que j'ai fait, mais c'était magnifique. Même mon fils a participé une fois. Il m'a dit, mais c'est tout le temps comme ça, maman, les manifestations. Je dis oui. Ah, mais il dit, mais c'est incroyable. Il avait pris les enfants et tout. C'était la fête. On a dansé. On s'est pris dans les bras. On n'est pas des méchants. Et ça, je pense que les médias, ils nous ont cassé cette image. Ouais, justement, comme on disait avant, anti-vax, anti-masque, anti-tout, agressif et tout. Et puis, du coup, les gens nous ont traités de fous. C'est à cause de vous que ça continue. Tana. Oui, parce que le journaliste avait reçu l'ordre de nous ostraciser et de nous caricaturer. C'est ça. Et moi, j'ai été interviewé par des journalistes parce que j'avais pas de masque. Et vous ne portez pas votre masque. Je lui dis, mais pourquoi dois-je porter un masque? Parce que le gouvernement a décidé. Et je dis, mais ça, c'est pas ça n'a aucune valeur scientifique. Est-ce que vous avez des sources et des valeurs scientifiques? Non, mais le gouvernement a décidé que. Je lui dis donc, vous faites de la propagande et vous êtes un agent du C'est gouvernement ça. ou vous êtes un journaliste? Parce que si vous êtes un journaliste, on échange, on confronte nos sources. Mais si vous n'êtes pas un journaliste, c'est sûr que vous êtes en train de me stigmatiser. C'est ça. Bon, bah, je peux pas discuter avec vous. Puis il est parti. C'est compliqué parce que, ben, là, de nouveau, j'ai découvert il y a peu de temps que les journalistes avaient des chartes de déontologie. Oui. Et j'ai découvert la charte de Munich que je ne connaissais pas non plus. Et j'ai quand même vu que là, normalement, un journaliste se doit de parler des deux sons de cloche pour que le public puisse se faire son opinion. Et j'ai pas vu ça pendant ces années. J'ai aussi vu que normalement, un journaliste doit reconnaître s'il a fait une erreur dans les chiffres, le nombre qu'on était en manifestation et tout. Il y a eu plein de points en fait dans ces chartes qui n'ont pas été respectés et personne n'en parle. Et ça, je trouve que c'est hyper grave parce que je découvre ces textes qui sont en accès libre, hein. Tout le monde peut trouver les chartes, de la Donc tu fais partie des gens qui posent des questions et qui cherchent. alors moi, je cherche beaucoup parce que je suis quelqu'un qui a besoin de voir vraiment, la preuve que ce que je pense est quand même juste parce que je sais reconnaître aussi quand il y a une erreur. Alors je connais pas grand-chose en sciences, mais j'ai quand même écouté des médecins, des scientifiques, des chimistes, je cherche vraiment l'information et Dieu merci, on a cet accès, mais on a accès à tout, c'est ça qui est terrible et il y a quand même des gens qui disent: «Non, mais le gouvernement a dit ça, c'est voilà, on obéit par peur». La peur de l'amende, la peur du gendarme, la peur, elle est encore très forte, hein, la peur de ça, en fait et je pense que c'est aussi pour ça que tout le monde a suivi le pas en Suisse, c'est que la peur du gendarme, elle est encore bien, bien présente et si je mets pas le masque, j'ai une amende ou je me fais sortir du bus ou voilà, si je me fais pas injecter, ben, je serai un mauvais élève, un mauvais citoyen
Et il y a toujours ça qui ressort quand même, alors que non, on a quand même des droits, on a quand même cette liberté de s'exprimer. Il y a on a le droit de faire des référendums, des pétitions, des courriers, on a tous ces droits, on les a, donc autant les servir pour, exprimer ce qu'on pense. Puis le fait de l'exprimer déjà sur papier, moi j'aime bien faire des courriers parce que ce qui est sur un papier n'est plus en moi. C'est un peu une symbolisation de dire: «Bah, voilà, je garde plus cette rage que j'ai là, mais je la mets sur papier, je l'envoie à la personne, après la personne fait ce qu'il veut», mais c'est plus on c'est la symbolisation, c'est important aussi, Comme je dis souvent aux gens qui viennent me voir en coaching ou en accompagnement, quand on n'exprime pas, on déprime. ah, joli. Ah, c'est joli, j'avais pas fait le lien. C'est vrai. Extérioriser, exprimer, c'est ça. Et puis d'ailleurs, aussi crier de temps en temps, prendre un coussin Oui, et puis, hurler sa rage dans un coussin, par exemple, ça fait du bien. Ou en forêt ou extérioriser parce qu'on a tous beaucoup gardé, hein, on a mis un couvercle. Le problème, c'est que c'est toujours là et puis ça va exploser quand? Alors des fois, ça explose au mauvais endroit, au mauvais moment, contre la mauvaise personne. mais les gouvernements s'en inquiètent pour avoir un certain nombre de contacts dans différents gouvernements. Ils, s- ils font des mesures régulières du niveau de, j'allais dire, de violence interne, intériorisée des populations, à tel OK. point que la France, par exemple, vient de dire à la population, vous avez l'obligation de nous remettre toutes les armes qui sont chez vous. Ah ouais, carrément. Donc, ils savent très très bien Mmh. dans quel état nous sommes. Ouais. Si tu avais le mot de la fin, d'ailleurs tu l'as, quel serait ton mot de la fin de cet entretien? Je dirais croire en la vérité qui est en vous. Et je rajouterais, si je peux me permettre par rapport à tout ce que tu as dit, non seulement croire en la vérité qui est en vous, mais en plus la valider, aller chercher l'information pour voir si Oui, c'est vraiment ça. c'est ça. Merci Marlise. Merci à toi.